L'émir Abdelkader, prince captif d'Amboise. Chapitre 1. L'émir Abdelkader, de la guerre à la captivité. Abdelkader al-Hassani naît en 1808 à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mascara dans l'ouest de la régence ottomane d'Alger. Issu de la noblesse religieuse, il est également affilié par son père, Sidi Mouhyiddin, à une importante confrérie soufie. Formé pour épouser une carrière de lettré religieux dans le sillage de ses aïeux, Abdelkader voit son projet de vie contrarié par le débarquement des troupes françaises dans les environs d'Alger en juin 1830. Personnage écouté et respecté dans l'ouest de la Régence, le père d'Abdelkader joue un rôle de premier plan dans la résistance à la conquête. C'est vers lui que se tournent les représentants des principales tribus de l'ouest, les Hachem ibn Amr, pour mener la résistance. Prétextant son âge avancé, Sidi Mouhyiddin décline l'offre et leur propose en échange son fils Abdelkader. À la fin novembre 1832, alors qu'il n'est âgé que de 24 ans, Abdelkader est placé à la tête d'une confédération de tribus de la province d'Oran pour mener la résistance. Il prend le titre d'émir, commandeur. Par son charisme, ses talents politiques et tactiques, il s'impose rapidement comme une figure emblématique de la résistance. Les succès de sa cavalerie et l'efficacité des blocus autour des garnisons françaises poussent les autorités militaires à négocier directement avec le jeune émir. En février 1834, il parvient à la signature du traité d'Émichel, signé par le général du même nom, commandant de la garnison de la ville d'Oran. L'émir en tire un bénéfice politique auprès des tribus algériennes, ce qui suscite des critiques à Paris. Le remplacement de D'Émichel par Trézel à Oran marque un durcissement de la politique de la France qui a pour conséquence la reprise des hostilités. À la fin juin 1835, l'émir Abdelkader sort victorieux de la bataille de la Marta face à l'armée d'Afrique emmenée par le général Trézel. Un an plus tard, il subit sa plus grande défaite militaire face au général Bugeaud sur les bords de la Sicac. Il suit les développements politiques en France et en Europe grâce à la presse française qu'il se fait traduire régulièrement. Il sait que l'opinion politique française est partagée sur le sort à réserver à l'Algérie, la coloniser ou l'abandonner. Le second traité avec le camp d'Abdelkader est signé le 31 mai 1837 sur les bords de l'Oued Tafna, avec le général Bugeaud qu'il rencontre à cette occasion pour la première et dernière fois. Ce traité permet à Abdelkader d'asseoir davantage son pouvoir sur les 2/3 du territoire de l'ancienne régence d'Alger. En l'espace de 2 ans, il pose les fondations d'un État et met sur pied un embryon d'armée de métier. La nomination d'un nouveau gouvernement en mai 1839 marque un durcissement de la politique de conquête. La traversée du défilé des portes de fer à l'automne 1839 par les troupes françaises est considérée par les Algériens comme un casus belli et précipite la fin du traité de la Tafna et la reprise de la guerre. Fraîchement nommé à la tête du gouvernement général de l'Algérie, le général Bugeaud débarque à Alger en février 1841 avec l'objectif de réduire à néant la résistance contre la conquête et d'étendre la colonisation de l'Algérie, considérée dorénavant comme une extension de la France. Le passage d'une politique de l'occupation restreinte à une occupation totale induit l'accroissement des effectifs de l'armée d'Afrique, environ 110 000 hommes en 1846, et à la mise en place d'une politique de la terre brûlée. En dépit des cruautés commises par les troupes françaises envers les populations civiles, l'émir Abdelkader promulgue un édit sur le traitement des prisonniers qui impose à ses lieutenants l'obligation de respecter la dignité des Français faits prisonniers. L'efficacité de la stratégie des troupes françaises conduit à la destruction en 1843 de la capitale de l'émir, Tagdemt, et à la prise de toutes ses villes-bastions. Au printemps de la même année, la Zmala, sa capitale mobile, est localisée par les troupes françaises au bord de l'Oued Taguine, dans les hauts plateaux. Attaquée en l'absence d'Abdelkader par la colonne du duc d'Aumale, la Zmala est défaite, pillée et ceux de ses partisans qui sont parvenus à s'échapper se réfugient dans l'est du territoire marocain. Mais la bataille d'Izli au Maroc et les bombardements des ports de Tanger et de Mogador en 1844 privent le camp d'Abdelkader de l'appui du sultan du Maroc Moulay Abdelrahman et du soutien des tribus marocaines. La dégradation des relations d'Abdelkader avec les autorités marocaines, Makhzen, va aller en s'aggravant jusqu'à la rupture totale. Malgré un sursaut de la résistance au cours de l'année 1845, le campement d'Aïra de l'émir, qui abrite le noyau de ses derniers partisans, est acculé à la frontière du Maroc. Au cours des années 1845-1846, la politique de la terre brûlée atteint ses objectifs par l'anéantissement des dernières poches de résistance sur le territoire algérien et la ruine des tribus algériennes.
En décembre 1847, la Daïra, campée en territoire marocain, est prise en tenaille entre les armées françaises et marocaines. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1847, conscient de la misère dans laquelle est plongé son peuple et du danger encouru par ses derniers partisans, et après s'être concerté avec ses compagnons d'armes et ses derniers alliés marocains, l'émir Abdelkader choisit de mettre fin à son engagement militaire. Les événements s'enchaînent alors très rapidement. Après une négociation menée avec le général de Lamoricière, un traité d'Aman, sauf-conduit, est signé. En échange d'une dépose des armes, ce traité prévoit que l'émir et les siens seront autorisés à se rendre en exil en Orient. Une fois le traité signé par le duc d'Aumale, gouverneur général récemment nommé, Abdelkader et ses compagnons remettent leur sort aux Français. La promesse solennelle faite à Abdelkader ne sera pas respectée par le gouvernement français, aux grandes dames de l'émir Abdelkader et du duc d'Aumale. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1847, Abdelkader et une centaine de ses compagnons, au lieu d'être transportés vers Alexandrie ou Saint-Jean d'Acre, comme le stipulait le traité d'Aman, sont conduits directement sur Toulon pour être placés en captivité. Le 29 décembre 1847, le navire transportant l'émir Abdelkader et sa suite pénètre dans la rade de Toulon. Après une semaine en quarantaine au lazaret, ils sont 97 Algériens à être transférés au fort militaire Lamalgue et Malbousquet. L'émir rassure ses compagnons d'exil en attribuant ce contretemps à de nécessaires préparatifs pour leur transfert dans le Levant. Durant tout le mois de janvier 1848, des chroniques quotidiennes relatent les faits de ce qui est alors présenté comme la soumission d'Abdelkader, terme réfuté par l'intéressé. Face à ce qu'il considère comme un parjure, Abdelkader multiplie les lettres adressées au roi des Français Louis-Philippe, au duc d'Aumale, au ministre de la Guerre, aux officiers de l'armée d'Afrique. Mais la France est touchée par une crise politique qui va aller en s'aggravant. Le 17 janvier puis le 2 février 1848, dans les deux chambres, des débats s'engagent sur le sort d'Abdelkader qui conclut sur un refus de sa libération. Abdelkader est par ailleurs la cible d'une presse majoritairement hostile qui s'aligne sur la position des militaires français qui ne veulent pas endosser la responsabilité de le libérer. De rares voix s'inquiètent pour l'honneur de la France et de sa réputation à l'étranger. Au lendemain de l'abdication, le 24 février 1848 de Louis-Philippe et la chute de la monarchie de Juillet, le gouvernement provisoire décide le maintien en détention des prisonniers algériens. Au début du printemps, Abdelkader est informé d'un transfert imminent. En dépit de ses protestations écrites et orales, le 23 avril, les prisonniers algériens sont transférés par voie maritime, fluviale et terrestre jusqu'à Pau. Les 22 ménages algériens, 93 personnes au total, sont installés au château Henri IV sur 2 étages répartis sur plusieurs appartements. D'une période d'espérance anxieuse au fort Lamalgue, Abdelkader entre dans une période de résignation à Pau. Celui que la chronique désigne dorénavant comme l'illustre captif se considère comme victime d'un parjure. Le lendemain même de son arrivée au château de Pau, Abdelkader se voit annoncer ses premiers visiteurs. Il utilise ces visites comme une tribune pour rappeler son état de prisonnier et non d'hôte, et son droit à être libéré. Mais il réalise rapidement que malgré ses efforts renouvelés d'explication, fausses accusations et contre-vérités ont continué à prospérer dans la presse et dans l'opinion publique. Il choisit alors la protestation silencieuse en demeurant claustré dans sa chambre, n'en sortant que pour diriger la prière collective. En France, la campagne pour les élections présidentielles occupe tout l'automne 1848, qui se solde le 10 décembre par la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte. L'arrivée à la tête du ministère de la Guerre du général de Lamoricière, celui-là même qui a signé le traité d'Aman, fait espérer un moment à Abdelkader la fin de la politique du statu quo à laquelle se sont bornés les précédents gouvernements, espoir ravivé par l'attitude conciliante du président Louis-Napoléon Bonaparte. Mais la désillusion intervient sans attendre. Les choses n'évoluent pas en faveur des prisonniers, bien au contraire, les mesures sécuritaires vont être plus coercitives. Au cours de sa captivité, qui dura 5 longues années, Abdelkader a cependant reçu le soutien de personnalités sensibles à son sort. Ainsi, un poète maçon, Charles Poncy, a pris sa plume pour témoigner dans la presse de la rigueur de sa captivité à Toulon. À la même époque, Victor Hugo, alors membre de la Chambre des Pairs, s'est indigné du sort réservé à l'ancien adversaire. Le jeune avocat Émile Ollivier, après avoir été nommé en février 1848 commissaire du gouvernement provisoire de la République dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, tente en vain d'attirer l'attention de Paris sur le sort d'Abdelkader.
Certains visiteurs de la période paloise, dont Charles Hénard, philanthrope genevois de passage dans le Béarn, et Patrick O'Quinn, directeur du Mémorial des Pyrénées, prennent fait et cause pour le prisonnier algérien et constituent un comité palois pour sensibiliser au sort fait à Abdelkader. Les démarches pour leur transfert du château de Pau au château d'Amboise sont enclenchées en juillet 1848. Le motif invoqué par les autorités est principalement d'ordre sécuritaire, avec notamment la proximité de la frontière espagnole qui ne rassure pas Paris. Une autre raison peut être avancée pour expliquer cette décision: la fascination qu'exerce l'émir Abdelkader sur ses visiteurs. Cette publicité, qui est venue grossir le nombre de sympathisants du captif algérien, incommode le ministère de la Guerre. C'est donc sous le ministère de la Mauricière qu'ont été prises la décision de transfert des prisonniers algériens et la location pour une durée indéterminée du château d'Amboise. Dès le 12 août, les autorités de la préfecture d'Indre-et-Loire sont informées de la décision du gouvernement. Grâce à l'insistance de Boissonnet, le voyage se fait en grande partie par voie d'eau. C'est donc une véritable expédition qui se met en route avec 94 prisonniers au total, dont 30 enfants, des bagages considérables, en frégate à vapeur et en diligence. Le trajet suit un tracé qui part de Pau, passe par Bayonne, puis Bordeaux, Paimboeuf, Nantes et enfin, après une semaine de voyage, Amboise, où le bateau transportant le prisonnier s'assuit accoste le 8 novembre 1848 à 11h30 du soir, où les attendait, malgré l'heure tardive, une grande partie de la population amboisienne.